Bienvenue dans un nouvel épisode de Un matin en Corée. Un matin, un invité, une perspective sur la Corée. Moi, c'est Alexandre et je suis en compagnie d'Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Salut Alex. Aujourd'hui, on va parler de traduction. Et pour en parler, nous allons accueillir le traducteur Simon Kim, qui a notamment traduit des ouvrages situés pendant la période coloniale en Corée. Il va nous parler de son parcours et de ce que représente concrètement la traduction entre ces deux langues. Oui, lorsqu'on traduit un texte, il se pose toujours la question de fidélité et de trahison. Comment rester fidèle au texte d'origine tout en le restituant dans une langue qui n'est pas la sienne? C'est d'autant plus vrai pour une langue très éloignée du français, comme le coréen. Ce n'est jamais juste traduire littéralement des mots dans une autre langue, c'est aussi faire passer des nuances, des émotions et même des concepts qui peuvent être inconnus du grand public. Bref, un épisode où l'on questionne le métier de traducteur, les différents choix auxquels il doit faire face et les outils qu'il a à sa disposition. Eh bien, c'est tout un programme. Jingle ? Jingle! Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Tu es professeur de littérature française au département de langues et littérature française de l'Université de Corée. Nous te devons également plusieurs traductions parues à l'atelier des cahiers, comme L'Arbre nu de Park Won-so, Une journée dans la vie du romancier Kubo de Park Tae-won, ou encore De Morte de Park Sang-yoon. Tu as aussi écrit en coréen de nombreux articles universitaires, ainsi qu'un manuel d'introduction à la littérature française. Et aujourd'hui, nous te recevons pour parler de ton parcours de traducteur, de la place de la traduction littéraire entre la France et la Corée, et de ton expérience singulière dans ce milieu. Très bien. Merci de me recevoir. Donc, pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais nous donner des informations sur ton parcours personnel pour devenir traducteur? On est beaucoup à avoir appris le coréen comme langue étrangère, mais à quel moment décide-t-on de sauter le pas et d'en faire son métier? Alors, moi, mon parcours est un petit peu particulier parce que d'abord, mon père est coréen. Donc moi, je pars avec un bagage supplémentaire. Alors ceci dit, je suis né à Paris, j'ai grandi en France et mon père me parlait en français, donc je ne parlais pas le coréen. Et donc ça, comme vous, j'ai dû l'apprendre. Mais je pense que malgré tout, j'ai quand même baigné dans un bain linguistique, même si je ne le comprenais pas. J'entendais parler de temps en temps coréen. On venait de temps en temps, pas tout le temps, mais pas systématiquement, mais on venait de temps en temps en Corée pour les vacances. Et c'est vrai que là, encore une fois, je parlais pas vraiment coréen, mais j'entendais le coréen. Et je pense que malgré tout, ensuite, quand j'ai commencé à apprendre le coréen, je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé. Une autre chose qui m'a aidé, alors ça c'est après dans mon travail aussi de traducteur, c'est que à mon époque, je ne suis pas non plus d'une génération très ancienne, mais c'est vrai que à mon époque, il y avait encore relativement peu de cours de coréen disponibles en France. Enfin, je veux dire en dehors du cursus universitaire. Du coup, ne pouvant pas apprendre le coréen à Paris quand j'étais collégien, lycéen, j'ai suivi des cours de chinois, donc de chinois classique et de chinois moderne. Et mine de rien, cette connaissance du chinois m'a aussi ensuite, et toujours d'ailleurs, beaucoup aidé dans mon travail de traduction, puisque comme vous le savez, il y a une immense partie du vocabulaire coréen qui vient du chinois et qui repose encore sur les caractères chinois classiques. De quelle manière, concrètement, elle te sert, cette connaissance du chinois ? Parce que il y a beaucoup de mots qui peuvent être homonymes,
mais dont le sens n'est donné que par leur origine idéogrammatique. Alors, je peux vous donner un exemple qui est d'ailleurs une anecdote assez amusante. Un des premiers textes que j'ai traduit, c'était dans le cadre de ma thèse de doctorat. Il y avait le mot chawi. Et quand on regarde juste l'écriture en hangul et qu'on cherche dans le dictionnaire, chawi, le premier mot qui apparaît, c'est la masturbation. Et donc, moi, j'avais traduit tout simplement. En plus, c'était un texte sur les territoires occupés en Mandchourie et comment les Chinois pouvaient maltraiter les Coréens en Mandchourie, etc. Et il y avait un passage sur les autochtones de Mandchou qui avaient la force et donc j'avais traduit, de se masturber. Mais en fait, si on regarde après, donc parce que le texte sur lequel je m'étais appuyé était une traduction, avait enlevé les caractères chinois. Mais ensuite, quand j'ai retravaillé ma traduction et que j'ai regardé le texte original avec les caractères chinois, j'ai vu qu'en fait, ce n'était absolument pas le chahui de masturbation, mais c'était un autre caractère chinois, et qu'il s'agissait ici en fait de préservation de soi en fait. Donc ça avait un sens totalement différent, moins comique, moins amusant, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait les caractères chinois sont souvent très utiles, même si ils sont souvent là aussi, les gens passent souvent à côté, même en Corée d'ailleurs, puisque l'enseignement du chinois, des caractères chinois, est devenu un petit peu aléatoire. Donc il y a beaucoup dans les jeunes générations des gens qui ne maîtrisent plus cette connaissance, mais pour les textes plus anciens, c'est vraiment une connaissance utile, voire indispensable. Très bien. Et donc, dans ton métier de traducteur, j'imagine qu'il y a plusieurs spécialisations. Déjà, est-ce que tu as commencé par un intérêt pour la langue ou plutôt la littérature? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir traducteur? Et ensuite, quel type de texte traduis-tu le plus souvent? Il y a plusieurs questions, donc il y a plusieurs réponses. En fait, tout d'abord, moi, j'ai fait des études d'abord de philosophie, et ensuite, je me suis réorienté vers les études coréennes. D'abord, en travaillant sur la philosophie, surtout le bouddhisme coréen, et ensuite je me suis tourné vers la littérature, et notamment la littérature du début du XXe siècle, de la période de l'occupation japonaise. Donc en fait, c'est par le biais donc de mes études que j'en suis venu à m'intéresser à la littérature coréenne et à la traduction, puisque en fait, là aussi, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait assez peu de textes disponibles en français, surtout pour les auteurs de la période que j'étudiais. Donc voilà, j'ai dû me plonger dans les textes originaux, et je trouvais que c'était plutôt nécessaire et pas inintéressant de pouvoir inclure les textes dans ma thèse. Donc c'est pour ça que ma thèse de doctorat, finalement, était en 2 volumes. Il y avait le premier volume, c'était ma recherche, et dans le deuxième volume, j'avais mis en annexe la traduction de tous les textes que j'étudiais. Donc, comme tu viens de le dire, en fait, tu as traduit plusieurs ouvrages qui ont été écrits durant la colonisation japonaise. Par exemple, l'année dernière, le livre qui a été publié, Une journée dans la vie du romancier Kubo, a été écrit en fait dans les années 1930 et se déroule dans les années 1930. Y a-t-il une raison en particulier en fait, pourquoi cette période? Donc là aussi, il y a plusieurs raisons. Une raison personnelle, on va dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit au début, mon père est coréen, et en fait mon père est né sous l'occupation japonaise. Donc je sais pas, peut-être que ça a joué.
dans mon imaginaire personnel, de cette période où dans laquelle mon père a grandi, surtout qu'il y avait un problème une question de langue, puisque je sais qu'ils étaient obligés de parler japonais, d'apprendre le japonais à l'école. Et je sais que mon père venait d'une famille, on va pas dire de lettrés, mais enfin son grand-père était instituteur, et donc il donnait des cours de coréen le soir, presque clandestinement. Donc il y avait ce rapport à cette histoire, donc d'une période où voilà, le coréen était pas forcément interdit, mais enfin, donc voilà, se cherchait, surtout que c'est une période aussi, quand on regarde l'histoire de la littérature coréenne, c'est aussi une période où justement le coréen cherche à se poser, et disons que les intellectuels coréens de l'époque pensent que justement la langue coréenne et la littérature peut servir à poser une identité culturelle nationale coréenne, bien sûr, plus ou moins en opposition, ou en tout cas en se mettant à l'écart justement ou à distance de la culture japonaise, qui était donc la culture de l'occupant. Donc il y a cette raison donc un peu personnelle. Ensuite, il y a une raison un petit peu plus pratique et terre à terre, c'est que ces textes sont suffisamment anciens qu'ils tombent dans le domaine public, et donc il n'y a pas à chaque fois à faire des demandes, des recherches d'obtenir les droits, surtout que ça devient de plus en plus compliqué maintenant avec le prix Nobel de littérature de Han Gang, qui rend donc maintenant les jeunes écrivains à la mode très très avides d'être traduits, mais du coup aussi très parfois un peu gourmands ou un peu difficile à contacter. Donc il y a cette dimension pratique qui est que voilà, avec les auteurs de cette période, on n'a pas à se poser ce genre de questions et de problèmes. Et enfin, la dernière raison, c'est que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début, c'est que je trouve aussi que c'est une période très très excitante, parce que encore une fois, c'est une littérature qui vraiment cherche à se faire. C'est-à-dire que c'est pas juste des écrivains qui disent bon voilà, moi j'ai envie d'écrire un livre donc j'écris un roman. Ici, il y avait aussi cette dimension. J'écris un roman en coréen pour contribuer au développement d'une culture coréenne moderne. Après, donc il y a tout un débat idéologique et politique qui peut se jouer, parce que c'est vrai que beaucoup de ces écrivains ont été étudiés au Japon, ont une influence japonaise, même s'ils revendiquent eux d'écrire en coréen. Il n'empêche que les codes de cette littérature moderne restent ancrés, partagent beaucoup d'atomes avec la littérature moderne japonaise aussi, mais il y a quand même cette volonté qui va au-delà de simplement j'écris un roman. J'écris un roman pour le développement de la Corée. Bon, c'est peut-être un peu grandiose mis comme ça, mais je pense qu'il y a de ça, et vraiment ça m'intéresse beaucoup, surtout que, et ça peut-être d'ailleurs ça a rapport avec le travail du traducteur, c'est que, enfin du traducteur en tout cas, au moins de textes littéraires, c'est le traducteur est aussi un passeur, le passeur d'une littérature, d'une culture, etc. Et donc ça, je trouve que ça colle bien avec cette ambition justement qu'avaient les auteurs de cette période, justement d'être peut-être pas des passeurs, mais au moins ils voulaient créer et promouvoir une certaine idée, une certaine identité de la Corée.
Et donc, en tant que traducteur, il y a un petit peu de cette même ambition finalement de présenter, de passer une certaine image, une certaine image de l'identité culturelle de la Corée. Donc, je trouve que les deux projets, celui du traducteur et celui donc de ces écrivains de la première génération, enfin donc de l'occupation japonaise, se rejoignent un petit peu. Donc pour moi aussi, je trouve que ça faisait sens. Ça fait sens de travailler aussi là-dessus. Tu parlais des codes de la littérature japonaise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont-ils? Et aussi, tu as parlé du prix Nobel de Han Kang et de cette littérature coréenne qui se cherche et qui cherche à être représentative finalement de la culture coréenne. Est-ce que tu as remarqué des particularités ou des tendances dans la littérature coréenne qui la distinguerait justement donc d'une littérature japonaise ou d'une littérature plus globale? Alors, il y a deux choses. En fait, quand je parlais de la littérature qui se cherche et qui cherche à poser finalement une identité, je parlais avant tout justement des auteurs de cette période, de la période de l'occupation japonaise. Même si c'est vrai que, par exemple, c'est d'ailleurs une des raisons du Nobel de Han Gang, c'est aussi la manière dont elle parle et utilise donc l'histoire contemporaine, enfin donc depuis que ce soit le massacre de Gwangju, le massacre de Jeju-do, etc. Donc elle travaille justement sur les traumatismes de l'histoire et qui font partie, qui sont une partie constitutive de la mémoire et donc de l'identité de la Corée. Mais c'est moins ça qui est mon domaine, puisque encore une fois, moi, mon domaine, c'est plus donc le début du XXe siècle. Et donc ça, par contre, pour revenir du coup à la question des codes et de la littérature japonaise, en fait, parler de tous les codes, c'est peut-être ce serait peut-être un petit peu trop long, mais d'une manière très très simple. Là aussi, la littérature japonaise, même si elle a commencé un petit peu plus tôt que la littérature coréenne, est aussi à l'ère Meiji, est dans un bouleversement, une espèce de révolution, où on passe donc d'une littérature classique traditionnelle à une littérature qui se veut moderne. Pour arriver à cette modernité, ils se tournent et traduisent d'ailleurs beaucoup de littérature étrangère, notamment française, anglaise, russe, beaucoup. Et en traduisant, ils vont imiter, mais je veux pas être ici péjoratif, mais ils vont s'approprier, si vous voulez, les formules des littératures étrangères. Voilà. Et ensuite, les Coréens, ou en tout cas beaucoup de ces jeunes intellectuels coréens qui sont partis faire leurs études au Japon, vont découvrir cette nouvelle littérature et cette littérature en traduction, et vont aussi faire le même travail que les Japonais ont fait, c'est-à-dire de s'approprier ces nouveaux codes, ces nouvelles littératures, pour essayer de créer leur modernité littéraire. Bon, si je donne un exemple, dans le cas du Japon, par exemple, comment ça se transforme, on a eu le naturalisme français, donc à la Zola, et donc on a des articles qui présentent le naturalisme et qui utilisent le mot donc nature simplement. En français et en caractère chinois, finalement la nuance est un petit peu différente, et du coup le naturalisme, qui est très ancré sur les sciences naturelles dans
dans le naturalisme français, devient plus un naturalisme presque romantique, chez les Japonais et les Coréens, avec aussi le développement de la littérature de confession, parce que du coup, on se dit que d'écrire les choses comme elles sont, c'est plutôt donc d'écrire les choses comme je les sens. Et donc on a de plus en plus une littérature qui se développe, qui est une littérature de la confession. Et d'ailleurs, la journée du romancier Kubo est pas tout à fait dans ce mode de la confession, mais on trouve là aussi donc le narrateur qui parle de son expérience, qui est très très centré justement sur son moi et son individualité. Et c'est à travers ce prisme donc il raconte sa journée. D'accord, très bien. Donc tu viens de parler du roman que tu as traduit, Une journée dans la vie du romancier Kubo. Et donc pour nos auditeurs, en fait, il faut dire que donc Park Tae-won, c'est un romancier dit moderniste, et il a, pour avoir lu justement la version coréenne et la version française, il a un style d'écriture avec des phrases parfois très saccadées, qui ont des longueurs ou des structures très très inhabituelles en coréen. Et donc dans ta traduction, tu as fait le choix de justement reprendre ce genre de structure et de phrases qui sont aussi en fait un peu inhabituelles en langue française. Et donc ma question, et là ça serait plus une question sur la traduction en elle-même. À quel moment on doit refléter le plus fidèlement possible le style d'écriture de la langue originale, donc là qui est le coréen, ou alors à quel moment en fait il faut commencer à prendre une certaine distance pour écrire dans la langue, par exemple ici en langue française, pour que ça soit plus fluide ou plus propre au français. En fait, ça, c'est tout l'enjeu de la traduction littéraire. Et c'est d'ailleurs aussi tout son plaisir qu'on peut avoir, en tout cas que moi, personnellement, j'ai à le faire. C'est que effectivement, on est sans cesse à se poser la question, en fait. Et il y a pas, c'est une histoire de sensibilité. Alors bien sûr, il y a aussi, bon, c'est vrai qu'il il y a aussi des contraintes éditoriales, tout simplement. Si on traduit d'une manière trop, par exemple, justement dans le cas de Park Tae-won, et d'ailleurs dans beaucoup d'éditions en coréen, d'éditions modernes, ils ont modifié cet aspect, mais encore une fois, puisque c'est un auteur moderniste, dans la version originale telle qu'elle est parue je crois que c'était dans le journal, le quotidien Dongha, il a fait des expérimentations sur l'utilisation de la ponctuation, notamment de la virgule, qui était un élément de ponctuation relativement récent, si je ne m'abuse, dans la langue coréenne. Et ça, il a vraiment, il saccadait son texte, il le hachurait avec donc des virgules. Et même pour le coréen d'aujourd'hui, c'est difficile. On n'utilise plus maintenant, même en coréen, on a donc un petit peu appris à utiliser la virgule d'une manière plus systématique, avec plus régulée. Mais dans le texte de Park Tae-won, c'était beaucoup plus expérimental. Et donc ça, par exemple, si je l'avais gardé dans la traduction, ça aurait donné une traduction beaucoup plus perturbante pour le lecteur français. Et ça, c'est là où j'en viens donc à l'aspect éditorial, c'est que malgré tout, on publie un livre pour qu'il soit lu, et l'éditeur lui voudra même qu'il soit acheté. Donc il faut que le texte soit relativement attrayant et agréable à lire, plus facile à lire. Donc il y a toujours cette dimension qu'on ne peut pas non plus ignorer complètement. Il faut qu'on fasse un texte qui soit agréable à lire, mais en même temps, effectivement, finalement, le traducteur, il est au service de deux maîtres, c'est-à-dire de son lecteur, mais aussi donc du texte de l'auteur original. Et donc, c'est toujours le vieil adage, donc du traductor traditore, donc le traducteur traître qui trahit donc voilà, il y a toujours
cette question, donc, quand est-ce que là, ce n'est pas trop céder au lecteur et traduire l'auteur, ou alors être trop fidèle, hein, à l'auteur, et du coup ne pas servir le lecteur. Donc il y a encore une fois il y a ce côté un petit peu équilibriste, hein, dans le traducteur, qui joue justement avec ces deux extrémités. Mais encore une fois, pour moi, effectivement, c'est un des plaisirs de la traduction. Et comment est-ce que toi, en tant que traducteur, tu trouves cet équilibre? Quand est-ce que tu réussis à voir que tu maintiens la fidélité au texte original, mais en même temps que tu affirmes ton propre style d'écriture? En fait, quand j'ai commencé à traduire, et que j'en ai parlé à un de mes professeurs à Paris, qui était Monsieur Guillemoz, il m'avait dit, oh là, si tu veux traduire de la littérature, pour être un traducteur, il faut être soi-même un auteur, un écrivain. Je crois profondément donc à la vérité de cette phrase. Et quand j'entame un travail de traduction, vraiment, je me mets en position donc d'auteur. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que, ou peut-être d'ailleurs la facilité, hein, c'est que je ne travaille pas sur une page blanche. C'est une page qui est déjà écrite, mais auquel je dois donner en fait une voix, parce que c'est un texte écrit dans une autre langue. Donc le lecteur français, pour lui, ça n'existe pas. C'est des lettres, c'est même pas des lettres, c'est du hangul. Donc s'il ne connaît pas le hangul, c'est quelque chose de parfaitement illisible et inatteignable. Et donc moi, en tant que traducteur, je donne une voix, je fais exister ce texte en français. Puisque c'est un texte littéraire, je dois être littéraire. Et le seul moyen d'être littéraire, à mon sens, c'est d'être soi-même un écrivain. Donc en fait, pour répondre à la question, c'est que en fait l'attitude que j'ai, c'est pas tant où est-ce que je me place, mais c'est parce que ma place, c'est celle d'un auteur. Donc j'écris un livre. Donc un auteur, il écrit pour un lecteur. Donc j'écris pour le lecteur. Donc ça résout, ça résout finalement une partie de l'équation qui est cédée au lecteur, puisque j'écris pour le lecteur, mais en gardant une voix qui est une voix d'auteur. Et c'est là où est le plaisir du travail de la traduction littéraire. Peut-être une autre image, peut-être un petit peu plus claire, serait celle du musicien. Hein, par exemple, prenons un pianiste. On a le texte, enfin la partition, pour quelqu'un qui ne sait pas lire la musique. Cette feuille de papier avec des petits points sur des lignes ne veut absolument rien dire. Il a besoin donc du pianiste qui vient interpréter pour faire exister cette partition. Finalement, le traducteur, c'est un petit peu la même chose. Hein, on a ce texte et je fais exister ce texte. Et de la même manière qu'il y a, il y a plusieurs pianistes et donc plusieurs interprétations. Il y en a qui sont plus ou moins réussies, plus ou moins agréables à écouter. C'est la même chose pour la traduction. On parle souvent des concepts qui sont difficiles à traduire du coréen au français. Par exemple, les appellations Nuna ou Oppa, qui signifient grande sœur et grand frère, mais qui ont en vérité une signification bien plus étendue, qui sont utilisées dans différents contextes. Donc, par exemple, Oppa, c'est le grand frère, mais c'est aussi l'homme d'âge supérieur. Ça renvoie à une structure sociale, etc. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en coréen particulièrement intraduisible ou qui, à toi, t'a donné vraiment du fil à retordre pour trouver une traduction? Oui, en fait, il y en a, il y en a beaucoup. Tu as cité le Nuna, Oppa, donc ça en fait partie.
Euh, Moi, j'ai un ennemi personnel qui est le mot maru. Parce que le maru est ça fait partie de l'architecture de la maison coréenne traditionnelle, et c'est un espace très spécifique et qui n'a pas de traduction satisfaisante en français. Donc au début, dans les premiers dictionnaires, on trouvait pièces planchéifiées. Enfin, déjà rien qu'en français, ça ne parle pas du tout. Parce que en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la maison française ou européenne. Donc ça, pour moi, ça a toujours été un cauchemar à traduire. Alors ceci dit, maintenant, et d'ailleurs ça c'est l'avantage de travailler avec toujours la même maison d'édition, en l'occurrence là avec l'atelier des cahiers, où en fait pour résoudre un petit peu cette question, puisque ce sont des termes comme le maru qui reviennent vraiment très souvent, on a pu finalement constituer un lexique et renvoyer du coup à ce lexique qui permet en fait de ranger un petit peu, de classer et de mettre de l'ordre dans tous ces termes, d'expliquer sans que à chaque fois le traducteur ait à chaque fois à réexpliquer. Donc pour des termes comme maru, je trouve que c'est une bonne solution. Maintenant, il y a d'autres termes où ça me dérange un petit peu plus d'avoir à aller se reporter à un lexique pour comprendre. Parce que bon, maru, on comprend, bon, c'est un endroit, c'est une pièce, bon, c'est un lieu où on passe, etc. Ça gêne pas tant la lecture si on trouve le mot maru et on sait pas trop ce que c'est. On peut se reporter au lexique, mais sans se reporter au lexique, on arrive peut-être, ça gêne pas trop la lecture. Par contre, il y a d'autres termes qui sont plus problématiques. Moi, il y en a un qui est vraiment un terme très important en coréen et qui est très difficile, je trouve, à traduire. C'est jang et son dérivé qui est jangso. Jang, c'est jang, justement, donc c'est très difficile à traduire. C'est une espèce de sentiment. D'affection, mais encore une fois, dire que Jang c'est une affection, c'est vraiment réduire considérablement la portée de ce terme. Même chose avec Jangso, qui serait donc la sensibilité ou justement l'affinité qu'on a avec le Jang, qui serait donc cette affection, mais encore une fois, qui est une affection. C'est comme tout à l'heure, tu as parlé du terme oppa, qui est le grand frère, mais qui est aussi donc finalement un terme, un lien social finalement. Chang, c'est aussi ça en fait, c'est aussi donc une affection, mais avec une dimension sociale. C'est une sorte de chaleur relationnelle, mais qui peut être présente autant entre des amants, des parents avec les enfants, mais aussi entre des voisins, entre des collègues, etc. C'est presque donc, c'est un terme vraiment très très qui a une connotation vraiment très très riche. C'est une espèce de force de cohésion sociale et affective. Et donc, c'est très difficile de rendre tout ça dans un mot pour traduire ce jang, qui, en coréen, est un terme donc tellement évident qu'on peut l'utiliser et il va être utilisé dans un texte, il va apparaître tout d'un coup et on ne lui attribue pas tant d'importance dans le texte coréen puisque c'est un terme évident. Mais quand on doit le traduire, on est face à cette difficulté et à ce moment-là, on est obligé on peut pas forcément le laisser passer aussi facilement qu'il passe dans la version coréenne. Et donc voilà, donc ça fait partie de ces termes pour moi un petit peu difficiles. Tu as parlé des nuna oppa, mais après il y a tous les liens justement des relations de famille, le sadon par exemple, qui désigne les relations, les liens de relation entre parents dont les enfants sont mariés. Enfin bref, il y a tous ces rapports familiaux qui sont très très détaillés en coréen et qui ne le sont pas en français, donc parfois c'est un petit peu difficile. Tu as
aussi pu participer par le passé à un projet du gouvernement sud-coréen qui est Brain Korea 21. Et donc, ce projet t'a plongé dans l'évaluation de centaines de traductions, dont celle du Petit Prince. Qu'as-tu retenu de ce travail fastidieux sur ce qui fait une bonne traduction? Est-ce que maintenant, il y a un critère pour toi qui te paraît essentiel? Euh, Alors en fait, donc si je reviens un petit peu sur ce projet, donc c'était dans le cadre de mon université, hein, du département de langue et littérature française, où ils avaient obtenu donc cette bourse de recherche du gouvernement, euh, et dont le travail consistait effectivement donc à évaluer toutes les traductions des œuvres littéraires françaises traduite en coréen depuis la libération ou la guerre de Corée jusqu'à nos jours. Et puisque alors là aussi c'est un petit détail aussi qui est pas inintéressant, mais donc la Corée a rejoint les accords de Berne en 96. Qu'est-ce que c'est que ces accords? C'est pour justement les questions de droits d'auteur et donc de droits de traduction, retraduction. Et comme avant 1996, il ne faisait pas partie, il n'avait pas signé les accords de Berne, on trouvait le même texte pouvait être traduit autant de fois que c'était possible et imaginable. C'est comme ça que donc on était par petites équipes et chaque équipe avait un nombre d'œuvres à étudier. C'est comme ça que je m'étais retrouvé à travailler à regarder les différentes traductions du Petit Prince. Et donc voilà, comme il n'y avait pas encore une fois, d'exclusivité de la traduction, cette œuvre a été traduite, retraduite, retraduite, et on a compté plusieurs centaines de traductions du Petit Prince parce que c'est une œuvre particulièrement aimée des Coréens. Mais donc ça c'est pour présenter le projet. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que, enfin, ce qui était pour le coup intéressant, c'est que en fait, avant de travailler sur ce projet, je m'étais pas autant intéressé finalement à la question de la traduction. Pour moi, bon bah voilà, il y avait un texte et je le traduis en français. Et là, j'étais confronté à j'ai vu le même texte, mais donc traduit de centaines de manières différentes. Et donc, ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur ah bah oui, en fait, un texte peut être traduit de plusieurs manières différentes. Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que finalement, parmi la centaine, par exemple, je reviens sur le Petit Prince, même si c'est pas l'œuvre la plus difficile à traduire, et pourtant il y avait donc beaucoup de différences de traduction. Alors je passe bien sûr sur les traductions qui étaient franchement mauvaises, c'est-à-dire avec des contresens, avec des inventions, on rajoute des paragraphes qui n'existent pas, ou on enlève des chapitres voilà. Donc bon, ça, je passe là-dessus, mais donc dans la centaine de traductions, il y en avait plusieurs qui respectaient le texte original, mais qui étaient fondamentalement différentes. Et donc c'est là où je me suis aperçu qu'effectivement, il n'y a pas une traduction. C'est pas comme en mathématiques où il y a la bonne réponse et la mauvaise réponse. En fait, ici, il y a plusieurs réponses possibles, et que finalement, c'est très difficile parce que d'une certaine manière, c'est très subjectif de dire qu'est-ce qu'une bonne traduction, parce que encore une fois, ça va vraiment dépendre des personnes. Alors bien sûr, il y a quand même plusieurs critères, plusieurs cases à cocher. Bien sûr, il y a la fidélité au texte original, mais sans tomber non plus dans le littéralisme, parce que ça c'est un défaut, notamment qu'ont les jeunes traducteurs quand on débute. On a tendance justement à être trop collé au texte original et à ce moment-là à faire une traduction dite littérale. Il y a la question de la lisibilité, donc il faut arriver à sonner vrai dans la langue d'arrivée. Donc si on traduit du coréen vers le français, il faut que ce soit un texte relativement naturel en français.
Enfin, tout ça, c'est les questions dont on a parlé tout à l'heure sur à quel moment je dois respecter le lecteur, à quel moment je dois déclarer ma fidélité au texte original. Là où c'est un petit peu plus original et intéressant, c'est aussi donc le respect de l'altérité. Et ça, je crois que c'est un point intéressant. On donne un texte à lire à un Français, à un lecteur français ou à un lecteur francophone, mais il lit un texte qui n'a pas été écrit en français. Alors, il lit la traduction, bien sûr, mais l'original est un texte étranger. Et d'une certaine manière, il faut laisser passer un peu justement de cette étrangeté, presque donc faire sentir, c'est un petit peu dangereux de dire ça, mais faire sentir la traduction. Ça ne veut pas dire qu'il faut délibérément mal traduire. Enfin, en coréen, il y a un terme qui est le ponyoktu. Ponyoktu, c'est-à-dire dans le style, on arrive à sentir, à reconnaître que c'est pas du coréen tout à fait naturel, ça sent la traduction. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que ça sente la traduction, mais en même temps, il faut que ça soit suffisamment étrange pour que je sache, moi, lecteur français, que ce que je lis, ça n'a pas été écrit en français, ça n'est pas un texte français, c'est de la littérature étrangère. Parce que c'est aussi pour ça que moi, lecteur, je vais acheter et lire un livre en traduction, c'est parce que c'est un texte étranger, j'ai envie de découvrir cette étrangeté. Donc il y a ce respect donc de l'altérité du texte qui est un des critères, il me semble. Alors après, il y a la créativité du traducteur, c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais que le traducteur doit être aussi un auteur. Il doit aussi donner compte de cette littérarité du texte. Donc là aussi, ça c'est ce qui va marquer à mon sens, oui peut-être une traduction plus à mon goût en tout cas, plus réussie. Ce sera une traduction dans laquelle je sens encore un petit peu de cette étrangeté, c'est-à-dire que j'ai conscience en le lisant que je suis en train de lire un texte qui n'est pas de la littérature française, et en même temps, je suis en train de lire un texte qui est un texte littéraire. Tu évoques cette altérité du texte à faire sentir et de ces traductions, voilà, cet équilibre à trouver entre une traduction qui nous donne l'impression que effectivement c'est une traduction et une traduction qui quand même réussit à être son propre texte finalement. Oui. Qu'est-ce que tu penses dans ce contexte-là de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils de traduction qu'on trouve aujourd'hui? Est-ce que ça peut être une bonne aide pour le traducteur ou au contraire, elle risque malheureusement on risque d'avoir des traductions finalement assez médiocres? Alors pour la question de l'IA et de son rôle dans la traduction, je change dans une journée d'opinion à peu près 5 fois. Je me lève en me disant ça y est, je vais être remplacé par l'IA. À quoi bon traduire? Finalement, malgré tout, il y a des choses que l'IA peut faire que je ne peux pas faire, que je peux faire que l'IA ne peut pas faire, etc. Et donc ça va et vient. Le fait est que ça change malgré tout le travail de la traduction. Ce serait se mentir de dire que non, l'intelligence artificielle traduit, mais elle traduit mal. J'aurais envie de dire oui, mais la réalité est différente. Ceci dit, il y a quand même plusieurs aspects plusieurs choses qui font que un humain reste nécessaire dans la boucle à plusieurs niveaux. D'abord, même si l'intelligence artificielle est très capable, psychologiquement, le lecteur a encore de la méfiance quant à l'IA. Donc, s'il achète un livre et qu'il y a marqué traduit par IA, il aura, en tout cas pour le moment, il a encore une certaine méfiance et il préférera
un texte avec le nom du traducteur et il sait que c'est traduit par... même si, encore une fois, je pense que l'IA est tout autant capable qu'un humain, enfin jusqu'à un certain point, il y a cet aspect malgré tout encore psychologique du côté du lecteur qui aurait tendance plutôt à se fier à un texte, à une traduction signée. Deuxième problème qui est la question des hallucinations et des ajouts. C'est-à-dire que l'IA fonctionne merveilleusement bien, il fait un bon travail, mais on ne peut pas prendre son travail comme un travail définitif. Il faut passer derrière. Et en fait, quand on passe derrière, on s'aperçoit que le texte qu'il a produit est très lisible, est très bien, mais en beaucoup d'endroits, il s'est écarté du texte original. Donc ça, c'est le problème que justement les non-traducteurs ont en fait quand ils sont devant une traduction faite par l'IA. Ils connaissent pas le texte original, donc ils se disent ah bah voilà, c'est une très belle traduction. Mais en réalité, ça n'est pas une bonne traduction. C'est un bon texte, enfin c'est un texte qui est lisible, mais où on s'aperçoit qu'il rajoute, souvent d'ailleurs, il va rajouter des paragraphes, il va broder à sa manière, toujours très convaincante, mais encore une fois, ça n'est plus du tout aussi... Donc, c'est un des critères de la bonne traduction qu'on a évoqué tout à l'heure, la fidélité au texte. La fidélité au texte est pas toujours au rendez-vous. Et ensuite, la dernière chose, ce sera l'unité de la voix. Parce que donc c'est ce que on a dit là aussi tout à l'heure. La traduction finalement, c'est donner sa voix à un auteur. Et l'IA, il peut avoir une belle voix, mais en tout cas dans le peu d'expérience que j'ai eu avec l'IA, il n'a pas une voix unique. Donc pour un même texte, il va parfois changer de voix, et donc on va avoir une traduction parfois qui manque de cohérence. Voilà. Pour revenir un peu à toi en tant que traducteur, je me demandais, est-ce que par rapport à tes débuts dans le domaine de la traduction, notamment avec la popularité grandissante de la Corée, tu as dû ou alors tu as adapté tes traductions? C'est-à-dire, par exemple, des termes il y a quelques années que tu aurais dû traduire ou que tu aurais préféré ne pas traduire, et ben là, au contraire, tu te dis que tu peux passer plus de temps à traduire ces termes très spécifiques, car les Français connaissent un peu mieux la Corée ou alors seraient au contraire plus friands d'en connaître un peu plus en fait. Oui, alors ça c'est une question intéressante. Et d'ailleurs, ça revient, enfin, ça me renvoie aussi donc au projet d'évaluation des traductions de littérature française en coréen dont on parlait tout à l'heure. Parce que effectivement, il y a la question de l'âge des traductions. Ça, c'est une des différences entre le texte original et le texte traduit, c'est que le texte original, il reste tel qu'il est, il ne bouge pas, tandis qu'une traduction vieillit. Bon, ça, par exemple, ça, on a eu le cas en France avec les traductions de Dostoïevski qui avaient été traduites à la fin du 19e siècle et qui donc où on avait donc Raskolnikov qui parlait comme dans un roman de Balzac, et est arrivé André Markovitz, qui est un traducteur, qui lui a dit non, en fait, Dostoïevski n'écrit pas dans cette langue, il écrit dans une langue beaucoup plus dynamique, presque orale, etc. Et donc il a complètement retraduit entièrement l'œuvre de Dostoïevski. En lui donnant donc une nouvelle voix, parce que donc les traductions auraient vieilli. Donc ça, c'est là où c'est intéressant, c'est que oui, un texte, le texte original ne change pas, mais la traduction peut changer. Maintenant,
parce que, mais donc là, ça c'est dans ma position personnelle, parce que je m'envisage comme auteur. Je ne pense pas, mais je pense que là aussi, c'est pour tout traducteur, ce serait pareil. Le traducteur n'a pas en tête que sa traduction va vieillir. J'ai pas forcément à me plier au changement du lectorat. Ce serait plus mon changement personnel. Voilà, en tout cas, et donc par exemple pour revenir plus précisément à ta question, ça ne change pas fondamentalement mon travail de traduction. Ou alors vraiment pour des détails, bon bah voilà, maintenant c'est plus la peine d'expliquer qu'est-ce que c'est kimchi, ce genre de choses, mais c'est vraiment des détails. Fondamentalement, ça change pas réellement mon travail. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la traduction coréen-français? J'en donnerais en fait plusieurs. Bizarrement, je le conseillerais de lire beaucoup, mais de lire beaucoup en français. Parce que il s'agit d'écrire un texte en français. Et donc, ça c'est quelque chose que je vois de temps en temps chez les jeunes traducteurs, c'est que parfois ils ne savent pas écrire en français. Enfin, je suis méchant. C'est pas qu'ils ne savent pas écrire, mais que justement, il s'agit je reviens toujours à cette question, il s'agit d'être auteur soi-même, de prêter sa voix à un auteur, donc il faut que ce soit une voix littéraire, donc il faut développer cette voix, ça se travaille, et ça se travaille en lisant de la littérature. Donc voilà, un premier conseil, ce serait de lire. Mon deuxième conseil serait de traduire. Bon, ça c'est un luxe, mais au moins quand on débute, c'est de traduire 2 fois, ou en tout cas de passer derrière sa traduction. Parce que, mais c'est la même chose d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, enfin c'est un petit peu différent, mais là aussi, si je donne mon texte un texte à traduire à l'IA, il faut passer derrière pour vérifier que il n'a pas fait d'erreur, qu'il n'a pas fait d'ajout, etc. Mais en fait, c'est un petit peu similaire. Dans ma première traduction, j'ai pu laisser passer des choses, j'ai pu, malgré moi, être trop près du texte, j'ai pu laisser passer quelque chose. Donc il faut passer derrière une deuxième fois, voire même une troisième fois. Et c'est vraiment un travail qui est pas simple, hein, c'est pas rapide, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Donc oui, il faut se donner le temps. Alors plus on traduit, plus on a. D'ailleurs, c'est aussi un des dangers. On acquiert des espèces d'automatismes. Et donc, quand on rencontre ce mot, quand on rencontre cette tournure, ben on va développer une espèce d'automatisme. Dès que je rencontre ça, ben je vais le traduire de cette manière, etc. Ça peut être aussi un danger. Mais avant que ça vienne jusque-là, il faut quand même il faut pratiquer beaucoup, et donc encore une fois, repasser sur ce qu'on a déjà traduit. Il y a plusieurs étapes finalement dans le processus de la traduction. Il y a la compréhension du texte original, il y a sa transposition en français, mais ensuite il y a sa mise en texte français. Donc toutes ces étapes, on peut pas les faire en une fois, surtout quand on débute. Donc voilà. Lire, se relire. D'accord. Eh bien, merci Simon. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un matin en Corée, votre podcast mensuel sur la Corée, en partenariat avec le Club de réflexion et de recherche sur la Corée et en collaboration avec l'Atelier des Cahiers. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt.